Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres. France-Sénégal, l'AFD s'engage à renforcer la coopération bilatérale. Le directeur général de l'Agence française de développement est reçu à Paris par le président Diomaye Faye. Le chef de l'État a également reçu plusieurs autres personnalités du monde économique. Synthèse de la série d'audiences à suivre avec nos envoyés spéciaux. Et puis, en des temps forts de son séjour parisien, cette visite de courtoisie rendue à l'ancien président Abdou Diouf. Le couple Faye a eu droit aux honneurs au domicile du président Diouf. Baisse des prix des produits de grande consommation. La mesure entre en vigueur à compter du lundi 24 juin 2024. Le Conseil national de la consommation valide la mesure. 1000 volontaires ainsi que des forces de l'ordre seront déployés pour veiller à l'application stricte de la décision. En invité dans ce journal, Dr Alioune Dione, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Il vient nous parler de la stratégie de financement ciblé qui débute demain. La musique à l'honneur, ce 21 juin est célébrée la fête de la musique. Un des initiateurs, Jacques Lang, ministre de la Culture français en 1982. Pour marquer l'événement, la RTS rend hommage au mouvement hip-hop à travers un concert au terrain à Capes. Nous serons également en direct avec nos équipes sur place. Bienvenue à tous. L'Agence française de développement compte se déployer dans la nouvelle dynamique de la coopération entre le Sénégal et la France. Le directeur général de l'AFD a été reçu par le président de la République. À Paris, le président Bassirou Diomaye Faye a également reçu les dirigeants de la Fondation Bill Gates et la commissaire européenne aux partenariats internationaux. La synthèse de Omar Nig. Dans le sillage des nouvelles orientations des plus hautes autorités, l'Agence française de développement entend se conformer. Voici le directeur général de la Banque publique française. J'étais très honoré d'être reçu par le président du Sénégal. Je lui ai présenté, je me suis présenté à lui, je lui ai présenté le travail de l'Agence française de développement dans le pays, dans de nombreux secteurs. Et bien sûr, je l'ai félicité et je lui ai indiqué que nous réalignerions, que nous allions réorienter, restructurer notre coopération selon les lignes qui seront fixées bientôt par le nouveau gouvernement du Sénégal et le chef de l'État, évidemment dans le plein respect de la souveraineté du Sénégal, souveraineté économique, souveraineté alimentaire. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels notre coopération va se poursuivre et se réinventer. Et donc, je lui ai indiqué que l'Agence française de développement était à l'écoute, dans le respect et l'attention sur les nouvelles orientations du Sénégal. Pour la Fondation Bill Gates, le contact a également été bénéfique avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous avons eu un très bon entretien avec le président du Sénégal. C'était la première fois que la Fondation rencontrait le président. Nous avons donc pu exposer les programmes actuels de la Fondation au Sénégal qui touchent la santé, l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire et l'expansion de notre soutien aux priorités du président de la République. Dans le cadre du partenariat avec l'Europe multilatérale, le chef de l'État a également reçu Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux. C'est dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiabou, a été également reçue par le chef de l'État. La prise de contact a permis un échange sur les orientations et missions de l'organisation dont le Sénégal étant des membres éminents. Les dirigeants de l'OCDE et EFAGE ont aussi été reçus par le président Bassirou Diomaye Faye. La synthèse d'Omar Nig. Pour la secrétaire générale de la francophonie, c'est le tout premier contact avec le président Bassirou Diomaye Faye. L'audience est importante au regard du rôle que joue le Sénégal dans l'organisation. Cette visite était une visite de courtoisie, de prise de contact. Les nouvelles autorités du pays étaient donc ici à Paris, où nous avons le siège.
J'ai eu l'occasion brièvement d'échanger avec le président hier à la conférence sur les vaccins. Et j'ai pu maintenant prendre un peu plus de temps et me présenter à lui en tant que secrétaire général de la francophonie, de lui donner aussi quelques informations concernant le sommet de la francophonie qui se tiendra au début du mois d'octobre ici en France et aussi de planifier bientôt une visite à Dakar. Avec l'OCDE, le Sénégal a un partenariat dynamique. C'est ce que veulent renforcer les responsables venus voir le président Bassirou Diomaye Faye. On a eu des très bons échanges avec le président du Sénégal à propos de la coopération entre le Sénégal et l'OCDE et nous avons dit au président que l'OCDE est prêt à soutenir son gouvernement et son agenda pour délivrer des opportunités pour le peuple du Sénégal. Entre le groupe Eiffage et le Sénégal, c'est une longue histoire. L'entretien avec le président de la République est, sous ce rapport, plein d'enjeux pour le directeur général. Pour le groupe Eiffage, le Sénégal est un pays excessivement important. Nous y sommes depuis bientôt 100 ans. Et je pense que c'était important pour moi de rencontrer le président de la République et de parler de l'histoire de notre groupe, de son lien avec les territoires. Et parmi les grands pays d'implantation du groupe Eiffage, il y a 2 pays dans lesquels nous exerçons tous les métiers du groupe. C'est la France et le Sénégal. Donc vous voyez, c'est très important. Et du coup, bien sûr, on a parlé de ces projets et puis de l'ensemble. On a fait une revue finalement de tous les projets sur lesquels l'entreprise est impliquée. L'histoire d'Eiffage au Sénégal, c'est l'histoire du développement du Sénégal. On est partenaires, comme le disait Monsieur le Président, et c'est vraiment dans cet esprit que nous voulons continuer de collaborer, de travailler ensemble. Un des temps forts de son séjour parisien, cette visite de courtoisie rendue à l'ancien président Abdou Diouf. Le couple Faye a eu droit aux honneurs au domicile du président Diouf. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumar Nig. Paris, avenue Pierre Ier de Serbie. Le président Abdou Diouf a tenu à venir accueillir le président Bassirou Diomaye Faye. Avec ses enfants, eux aussi très enthousiastes. Signe de respect et de considération à l'endroit de son hôte de marque et digne successeur à la tête du Sénégal. Accompagné de son épouse, le président Bassirou Diomaye Faye s'est ensuite entretenu avec son illustre prédécesseur. Une visite de courtoisie qui sonne comme un hommage appuyé à celui qui a servi son pays au niveau le plus élevé pendant 20 ans. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye doit pouvoir bénéficier de sa sagesse et de ses conseils avisés. Pour un chef d'État qui est à son tout début, l'entretien lui a certainement permis d'en profiter au maximum. La visite de courtoisie qui s'est déroulée dans une ambiance cordiale est un honneur immense pour la famille qui marque ainsi sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye. Comme à l'arrivée, le président Diouf a raccompagné son hôte, toujours en compagnie de ses enfants, avec des remerciements à la hauteur de l'acte posé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Place maintenant à l'invité de ce 20h, le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Anne-Marie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, demain, samedi, vous allez procéder justement à la première cérémonie de signature de financement dans le cadre de la stratégie de financement ciblé. Que faut-il entendre par là? Il faut entendre par là que depuis l'avènement de ce nouveau régime, sous les orientations de son Excellence le président Bassirou Diomaye et sur les instructions du Premier ministre Ousmane Sonko, nous sommes en phase de réaliser un diagnostic à partir de la situation que nous avons trouvée sur place.
Et à l'issue de ce diagnostic, nous avons vu qu'il y a des aspects qu'il faudrait corriger pour aller véritablement vers un financement inclusif et durable. Autrement dit, il s'agit d'aller vers une rupture qui consiste à faire de telle sorte que la microfinance puisse aller dans le sens des orientations qui sont contenues dans le projet de Sénégal, d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place une stratégie qui consiste à voir les véritables acteurs qui sont dans l'économie sociale solidaire. Et c'est à partir de ce moment qu'on a décidé d'articuler la microfinance à l'économie sociale solidaire afin de pouvoir impacter le vécu des populations et de lutter contre la pauvreté et aller vers la création d'emplois massifs. Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans l'accès au financement? Ce qui va se changer, c'est qu'il n'y aura plus ce que nous appelons une distribution. Autrement dit, dans les financements qu'on avait eu jusque-là, il n'y avait pas en fait un ciblage réel. Autrement dit, il fallait mettre en place des critères qui permettent de voir véritablement les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourra véritablement savoir les potentialités, les aptitudes de ces acteurs à pouvoir bénéficier de ces crédits pour réaliser des activités qui leur permettent de s'en sortir et de pouvoir recouvrer les crédits qui leur ont été octroyés. Il y a certainement des priorités. Aujourd'hui, quels sont les secteurs prioritaires dans ce domaine? Les secteurs prioritaires, c'est conformément au projet, toutes les activités qui vont dans le sens de la souveraineté économique, autrement dit de la souveraineté agricole. Autrement dit, les secteurs connexes à l'agriculture sont les priorités. Il faut entendre par là l'agriculture au sens large, comme nous l'avons actuellement avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais également avec les activités qui vont dans le sens de l'alimentation. Donc, toutes les activités qui vont impacter l'alimentation, autrement dit, les activités qui s'inscrivent dans les dépenses les plus récurrentes vont bénéficier de ces financements. Cela permet de répondre à l'orientation qui consiste à aller vers une substitution des importations. Le modèle économique dégagé par son Excellence le Président Bassirou Diomaye, c'est d'aller vers une substitution aux importations. Et vous comprenez par là que pour aller vers la substitution aux importations, il faut nécessairement outiller l'ensemble des acteurs, l'ensemble des opérateurs économiques, y compris les acteurs et les actrices de la microfinance, à pouvoir aller vers des créations de richesses et d'emplois. 50 sur 250 ont été identifiés. Sur quoi s'est basé votre choix? Le choix s'est basé sur quasiment 4 critères importants, entre autres. D'abord, que les activités soient connexes à l'agriculture, autrement dit, que ce soit des activités qui sont dans l'économie endogène, autrement dit, l'exploitation des produits bruts de l'environnement. Également, que ce soit une production solidaire. Parce qu'à ce niveau, on s'est rendu compte que l'essentiel des déperditions qu'on a eues à travers les sommes octroyées est lié au fait que ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'activité de production ou bien qui ne sont pas dans la production solidaire. Autrement dit, quand il s'agit d'associations, de GIE ou de coopératives, on s'est rendu compte qu'à partir du diagnostic que nous avons effectué, qu'il y a toujours un impact et qui permet en fait de pouvoir rembourser les crédits. C'est l'une des raisons majeures de cette nouvelle stratégie. Point, justement, Monsieur le ministre, quels sont les taux d'intérêt qui seront appliqués? Les taux d'intérêt sont à 5%. Parce que les usagers ont beaucoup décrié les taux d'intérêt élevés, raison pour laquelle, dans cette rupture, on a veillé à alléger un peu les taux d'intérêt à 5%. Et qu'attendez-vous des bénéficiaires? Ce qu'on attend des bénéficiaires, c'est d'être en mesure de pouvoir réaliser les activités pour lesquelles ils et elles ont demandé ces crédits et de pouvoir impacter véritablement leur vécu pour le bonheur de la population dans son ensemble. Après le Bawol, la prochaine étape, c'est où? Après le Bawol, la prochaine étape, c'est Dakar. Déjà, on a identifié la zone de Kermassar. Ensuite, c'est Ziguinchor. Et par la suite, on va vers la région de Fatick, vers le Matam, vers également Tambacounda.
On cible par jet 3 régions pour véritablement aller de manière assez ciblée afin de ne pas faire ce qu'on appelait la dispersion, la distribution. Docteur Alioune Dione, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. À la suite donc de cette édition, nous parlons de la baisse des prix des produits de grande consommation. Ils entrent donc en vigueur à partir du lundi 24 juin 2024. C'est l'une des conclusions de la réunion du Conseil national de la consommation présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. L'accent sera mis, vous allez le voir, sur le contrôle avec le déploiement de 1000 volontaires et des forces de l'ordre pour veiller à l'application stricte de la mesure. Les précisions de Salif Seck. Il a fallu des heures pour échanger sur les mesures prises pour baisser les prix des produits de grande consommation. Différents acteurs du secteur, consommateurs, commerçants et industriels ont apporté leur point de vue sur la question. Des échanges qui ont permis de déterminer la date de l'application des nouveaux prix. Concernant la date de mise d'entrée en vigueur des prix, ce sera le lundi 24 juin. Tous les prix seront immédiatement applicables sur l'ensemble du territoire. Je vais demander aux conseils régionaux de consommation de se réunir dans les meilleurs délais pour ajouter le différentiel de transport sur l'ensemble du territoire. Pour un bon suivi, un dispositif spécial sera déployé sur le terrain et les forces de l'ordre seront mises à contribution pour un contrôle permanent. La publicité et l'affichage des prix seront obligatoires et reprécisés par l'arrêté du ministère que je vais signer dès aujourd'hui. Le ministère prendra toutes les dispositions pour rendre disponibles dans toutes les boutiques les affiches sur les prix. Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé. On va impliquer d'abord les volontaires. Vous savez qu'on a 1000 volontaires de la consommation et les forces de défense et de sécurité seront aussi mis en contribution. Le contrôle citoyen à travers l'implication des relais communautaires, les badianougors, les chefs de quartier et, comme je l'ai dit, les volontaires. Ces nouvelles mesures concernent des produits comme l'huile de palme raffinée, le riz brisé ordinaire, le sucre cristallisé, le pain, la farine du blé et le ciment. Le litre d'huile est désormais à 1000 francs au niveau des boutiques du Sénégal, dans toutes les boutiques. Le riz brisé, le prix de détail du riz est à 410 francs. Pour le sucre cristallisé, le détail sera donc à 600 francs au lieu de 650. Pour le prix du pain, le prix de la baguette standard de 190 grammes sera donc à 150 francs. On est passé de 175 francs à 150 francs, soit une baisse de 25 francs. Le ciment, le prix au distributeur sera donc de 71 000 francs la tonne. Nous avons enlevé donc les 2 000 francs pour chaque tonne. Cela veut dire que le prix du sac de ciment désormais sera de 3 550 francs. Vous avez vu le prix du pain qui était proposé à 160 francs, aujourd'hui, il a été retenu qu'il va être ramené à 150 francs. C'est ce que nous avions souhaité et que nous avions demandé. Parce que cela va permettre d'éviter les problèmes liés à la monnaie. Pour ce qui concerne le riz, le problème va risquer d'être toujours là parce que le produit sera à 410 francs. Alors que nous avions demandé 400 francs. Mais comme il y a deux types de riz qui existent et qu'il y en a un qui ne pourrait pas être vendu à 400 francs, c'est la raison pour laquelle donc, les 410 francs sont maintenus. Nous pensons que c'est une excellente initiative. Le ministère en charge du commerce se donne un délai de 3 mois pour faire une évaluation de l'application de ces mesures. Éducation, examen du certificat de fin d'études élémentaires et concours d'entrée en 6e. Les épreuves seront administrées les 25 et 27 juin 2024. En prélude justement à ces premières évaluations de l'année, le directeur des examens et concours a fait face à la presse le compte-rendu de Pape Kolingom. Comme il est de tradition à la veille des examens de certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e, le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale rencontre la presse pour porter à la connaissance du public les dispositions prises par la tutelle pour relever le défi de l'organisation. Pour cette année 2024, les épreuves de l'examen du CFE et du concours d'entrée en classe de 6e seront administrées le mardi 25 et le mercredi 26 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau. À cet effet,
Toutes les dispositions utiles sont déjà prises en rapport avec tous les acteurs concernés. À la date du vendredi 21 juin 2024, le nombre total d'inscrits est de 301 820, dont 170 270 filles, soit 56,41% du nombre total de candidats, contre 300 268 en 2023, soit un écart positif de 1552 candidats pour un pourcentage de 0,52% d'augmentation. Il faut préciser que tous les candidats avec ou sans extrait de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été inscrits et subiront les épreuves. Pour les candidats vivant avec un handicap, des dispositions spécifiques sont prises conformément aux directives issues du Conseil interministériel sur les préparatifs des examens. Pour les 113 candidats déficients visuels, 61 non-voyants et 52 malvoyants, des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves, transcription en braille pour les non-voyants et augmentation de la taille de la police des écritures pour les malvoyants. En ce qui concerne les autres types de handicap, des dispositions sont prises au niveau local pour faciliter l'administration des épreuves et respecter le principe d'équité pour tous les candidats. Au regard du nombre croissant des candidats, le ministère de l'Éducation nationale a mis les bouchées doubles pour une bonne prise en charge de l'effectif. La phase d'administration des épreuves nécessite en moyenne l'utilisation de 12 073 salles de classe et la mobilisation de 1978 chefs de centre, de 24 146 surveillants, de 9 890 secrétaires. La session 2024 de l'examen du CFE et du concours d'entrée en 6e est marquée par la digitalisation des activités à travers la plateforme Anadol. Et pour la première fois de l'histoire des examens scolaires, les résultats du CFE et ceux de l'entrée en 6e seront publiés en même temps et via des SMS. Installation officielle des membres du bureau de la Fédération sénégalaise des sports scolaires. La cérémonie s'est tenue ce vendredi 21 juin 2024 au ministère des Sports. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la volonté du chef de l'État visant à redynamiser le sport scolaire. Nous retrouvons Pape Kolingam. La cérémonie officielle d'installation des membres du bureau de la Fédération sénégalaise des sports scolaires a réuni les différents acteurs des secteurs concernés. Les ministres en charge de la fédération sont revenus sur l'importance de la Fédération sénégalaise du sport scolaire et ses objectifs. Vous garderez donc votre curseur pointé sur l'atteinte des objectifs déclinés dans les orientations du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces orientations stratégiques définies par le nouveau gouvernement visent la redynamisation du sport scolaire par notamment l'organisation régulière de championnats nationaux scolaires et l'organisation d'un festival national scolaire tous les 2 ans. À ce titre, l'organisation de compétitions sportives dans toutes les écoles du Sénégal sera un levier fort sur lequel vous devrez vous appuyer. Le sport universitaire et scolaire nous a toujours donné de grands champions dans toutes les disciplines. Depuis la période coloniale jusqu'à récemment, parce que nous avons connu des recordmans de l'athlétisme français issus du sport scolaire. Le Premier ministre Habib Thiam est là pour l'illustrer, et il y avait d'autres recordmans également. C'est la raison pour laquelle cette vision du président de la République est tout simplement très importante. Pour la redynamisation du sport scolaire, la Fédération sénégalaise des sports scolaires s'engage à faire de la pratique du sport à l'école un véritable moyen de socialisation, de détection de talents et de promotion de la culture sportive. L'essentiel de ces perspectives est d'assurer déjà la massification de la pratique sportive, c'est-à-dire qu'on puisse faire du sport dans toutes les écoles et établissements du Sénégal, qu'on puisse également diversifier parce qu'il y a des disciplines dominantes qui sont pratiquées un peu partout au Sénégal, mais que toutes ces disciplines sportives utiles à l'épanouissement de l'enfant puissent revenir à l'école. Il est essentiel d'assurer une éducation de qualité à nos enfants pour qu'ils puissent allier sport et études.
Une éducation physique populaire et compétitive à l'école est l'une des grandes réformes du gouvernement dans le domaine des sports. Ces réformes visent entre autres à revitaliser la pratique du sport à l'école et à promouvoir le sport féminin. Elle inclut également l'effectivité de l'enseignement de l'éducation sportive et physique. Allez, vous pouvez chanter, danser, jouer de votre instrument favori. Ce 21 juin est célébrée la fête de la musique. Pour marquer l'événement, justement, la RTS rend hommage au mouvement hip-hop à travers un concert au terrain à Capes où nous retrouvons Ibrahima. Donc, Ibrahima, bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place et qu'est-ce qui est prévu au programme ce soir? Bonsoir Anne-Marie Gomis, merci et bienvenue au terrain à Capes des Parcelles Assainies. Et Anne-Marie, figurez-vous, je vous accueille avec cet opus que vous entendez sans doute en sourdine, le top 5 de l'album de Dip Doundou Guiss, que je vous souhaite la bienvenue sur scène ici au terrain à Capes des Parcelles Assainies. Vous l'avez dit, c'est la fête de la musique. Le mouvement hip-hop du Sénégal est à l'honneur et justement pour vivre ce spectacle, le mouvement hip-hop du Sénégal a décidé de collaborer avec la RTS pour vous proposer un spectacle en tout cas à la hauteur de l'événement. Et justement pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau l'homme avec qui la RTS a collaboré pour pouvoir vous proposer un spectacle à la hauteur de l'événement. Son nom, c'est Mamadou Chaim Diop. Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci. Alors, Mamadou, toutes nos félicitations pour cette initiative. Merci déjà à la RTS de nous avoir fait confiance. OK. Alors, justement, c'est Mamadou Chaim Diop, l'un des organisateurs de cet événement. Et Mamadou, qui parle de la fête de la musique, parle sans doute de festivités. Mais au-delà de ces festivités, quelle est la symbolique qui se cache derrière cet événement? Déjà, c'est une grande fierté. Une fierté d'abord en tant qu'un fervent défenseur de la culture urbaine. Ensuite, en tant que promoteur qui a toujours pensé que la culture urbaine peut être une source déjà de développement culturel et économique, si bien sûr on met les moyens qu'il faut. Okay. Si bien sûr on met les moyens qu'il faut, rappelez tout simplement que Mamadou Chaim Diop est un promoteur de culture urbaine et justement plusieurs artistes sont attendus ce soir ici. Peut-on avoir une idée sur les catégories et le nombre d'artistes qui seront ici sur scène? Vous savez, la culture urbaine, déjà, c'est une seule famille, certes avec des idéologies différentes, mais qui se tournent toujours sur la même famille. Et aujourd'hui, on aura 40 artistes. C'est beaucoup, mais si on pouvait mettre tous les artistes du Sénégal, on allait le mettre juste pour partager ces moments historiques. Et on peut attendre à voir les new school, les old school, mais aussi les middle school. C'est sûr. En fait, l'idée, c'était déjà de mettre tout le mouvement hip-hop sur une même scène. Donc, on aura ce qu'on appelle les old school, quelqu'un comme Gunman Kouman, le middle school, quelqu'un comme Nidoff, par exemple, et la nouvelle génération, nos jeunes frères, par exemple, Dip Doundou Guiss. Et donc, il y aura tout le monde. Ce sera la fête. Tout le monde. La fête, donc, vous êtes invités. Rappelez tout simplement qu'à Anne-Marie, un événement de ce genre nécessite sans doute un soutien conséquent. Alors, Mohamed, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos partenaires qui vous appuient pour pouvoir vraiment donner aux Sénégalais un spectacle à la hauteur de cet événement? Déjà, il faudra rappeler que l'idée vient de M. Pape Alenia, le nouveau directeur de la RTS. Donc c'est un événement de la RTS et il nous a fait confiance, nous en tant qu'acteurs culturels et en tant que promoteurs des cultures urbaines. Donc il nous a appelés et il a mis tous les moyens qu'il faut pour réussir cet événement. Donc nous disons déjà merci à la RTS et d'après ce qu'on voit, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas retrouvé le mouvement hip-hop déjà à la RTS. Donc là, c'est un moment historique pour tout le mouvement hip-hop. Il y a beaucoup d'autres événements et aujourd'hui, on n'en parle que de cet événement parce que c'est historique. Donc c'est justement un comeback à la force du mouvement hip-hop sur la chaîne leader. C'est sûr, et à partir d'aujourd'hui, c'est sûr que
c'est la RTS ou rien. Donc tout le mouvement hip-hop, ils vont se regrouper déjà pour donner la force à la RTS. C'est notre chaîne, c'est notre télé et c'est la première fois qu'on voit ce genre d'événement où on regroupe pas mal d'artistes. Ça fait depuis longtemps, à part Show of the Year ou les 72 heures de hip-hop, on n'a pas vécu ces moments-là où on retrouve toutes les générations. Il n'y a pas de clash, ni rien. Tout le monde se retrouve, tout le monde est là, tout le monde sera là et on fera la fête. La fête jusqu'au petit matin. La RTS, notre raison d'être, le credo est loin d'être tout simplement une simple déclaration d'intention, mais c'est une réalité et le mouvement hip-hop du Sénégal l'a bien compris. Ce soir, on vous donne rendez-vous au terrain à Capes des Parcelles Assainies et j'espère que le public sera bien servi. C'est sûr, avec toutes les têtes d'affiches déjà qu'on a annoncées, donc c'est sûr que tout le monde sera là. Il y aura Dip Doundou Guiss, il y aura Nitdoff, il y aura Samba Peuzzi et il y aura aussi le nouveau phénomène Vigie et il y aura pas mal d'artistes. Okay. Le message est donc clair, c'est une production de la RTS qui va vous permettre aujourd'hui de vivre cette fête de la musique ce 21 juin. L'occasion sera sans doute saisie pour découvrir plusieurs talents du hip-hop sénégalais, mais aussi de nouvelles sonorités qui vont permettre au public d'être bien servi. C'est sûr que ce sera une nouvelle ère et depuis longtemps on n'a pas fait de grands événements à cause de la politique, à cause de tout ce qui s'est passé. Et là c'est un retrouvaille où on va se retrouver tous et à partir d'aujourd'hui c'est sûr que par rapport au hip-hop, le lendemain, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Les gens vont être encore plus productifs et les projets vont encore ressortir et les événements vont s'enchaîner. Et en plus aussi, je vous donne une exclusivité. Le directeur Pape Alenia, il nous a promis que si on le fasse bien, chaque année, le hip-hop sera à l'honneur à la RTS 1. Merci beaucoup. Le message est clair, Anne-Marie. J'espère que vous avez entendu le contenu du message de Mamadou Chem Diop, qui sera ce soir avec l'ensemble des artistes invités. Donc, Anne-Marie, pour terminer, je vous laisse tout simplement avec DJ Soum à la platine, parce que tout simplement, pour un bon spectacle, il faut aussi un DJ à la hauteur de l'événement. Donc, Anne-Marie, je vous laisse avec DJ Soum pour la platine. Voilà, Ibrahim Ndong en direct du terrain à Capes en concert à suivre ce soir en direct sur votre télévision nationale. Ce 21 juin donc est célébrée la fête de la musique, une occasion pour nous de revenir sur les défis de ce sous-secteur. L'industrie musicale est aujourd'hui confrontée à de nombreux obstacles liés au manque de professionnalisme des acteurs. La musique nourrit-elle son homme? Réponse dans ce dossier réalisé par Oumkal Soubsal. L'industrie musicale au Sénégal, c'est d'abord le potentiel, de la créativité et du talent qu'on retrouve chez de nombreux artistes, même si les succès restent variables. Sauf que le don seul ne suffit pas. La musique, c'est toute une chaîne, de la matière première à la distribution. Tous les maillons ne sont pas présents. L'édition, on en a toujours parlé, ça a été un grand problème parce que cela suppose beaucoup de moyens. On a des producteurs de musique au Sénégal, mais le producteur n'est pas forcément l'éditeur. Deuxièmement aussi, il y a le problème de la distribution qui se pose justement avec l'avènement des nouveaux modèles économiques. Le digital, la musique est distribuée, vendue en ligne. Il y a le freemium auquel les Sénégalais sont plus habitués, rémunéré par la publicité, mais qui n'est pas très rentable. Il y a le premium qui est là, mais qui n'est pas, dont les moyens d'achat ne sont pas en parfaite adéquation avec la mentalité, la culture d'achat des Sénégalais, parce que souvent c'est par via carte bancaire qu'on le fait. Le consommateur a une mauvaise habitude de gratuité de la musique. Et donc c'est là qu'on doit travailler sur la culture du consommateur de la musique. Nous sommes dans un pays avec des artistes formidables où on n'a pas un grand festival international. On a beaucoup de petits festivals. Moi, j'appelle ça des événements, je n'appelle pas ça des festivals. Mais à l'instar d'Abidjan, à l'instar de toutes ces grosses capitales,
on ne voit pas de gros événements à Dakar. Les droits d'auteur et les droits voisins, une autre paire de manches. Même si la SODAV arrive à percevoir entre 700 et 800 millions de francs CFA par an au profit des auteurs, musiciens y compris, elle est encore loin du compte. Sur les plateformes, beaucoup commencent maintenant à se régulariser. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on commence à voir la place importante que le numérique occupe dans les perceptions de la SODAV et dans ses répartitions. Parce que la SODAV fait tout pour être à jour et maîtriser les nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire ceux qui proviennent du digital. N'est-ce pas? Mais malgré ça, il y a un énorme effort à faire. L'effectivité de la rémunération pour copie privée, c'est aujourd'hui le souhait de tous les acteurs de l'industrie musicale. C'est une redevance qui est perçue sur tout appareil qui permet de reproduire et stocker des œuvres de l'esprit. Donc ces appareils, quand ils entrent sur le territoire national, doivent payer une rémunération qu'on appelle rémunération pour copie privée. N'est-ce pas? Donc ça, ce qu'on appelle la copie privée. Et c'est extrêmement important dans les autres pays. C'est le 2 milliards par an compte tenu des perceptions classiques. Donc c'est extrêmement important. C'est clair que si on veut donner de la force à la SODAV, il faudrait que la copie privée soit effective. Je sais que les autorités actuelles ont envie d'accélérer là-dessus. Nous les invitons à accélérer le mouvement sur la copie privée parce qu'on sait que c'est vraiment le moyen pour beaucoup de pouvoir vivre décemment. En attendant son application, la loi sur le statut de l'artiste constitue une grande avancée. Un acquis qui va contribuer à la professionnalisation du secteur. Vous pourrez avoir accès à la sécurité sociale, à une retraite, parce que vous allez cotiser, parce que des promoteurs vont cotiser pour les artistes. Et ensuite, donc vu qu'on est des travailleurs, on sera régi aussi par les lois du travail. Et donc, il y aura plus de considération pour nous. Ça va changer. Ça va changer notre vie parce que ça nous permettra de pouvoir bénéficier de caisses de sécurité sociale, de l'IPRES. Compte tenu de tout ce diagnostic, une question s'impose. La musique nourrit-elle son homme? Pour l'instant, pas vraiment. Il y a des ténors qui s'en sortent, mais c'est comme on dit, si on arrive vraiment à avoir cette signature par rapport au statut de l'artiste, si on arrive à avoir la signature du ministre des Finances par rapport aux copies privées, je pense que beaucoup de choses vont changer pour nous. La musique peut nourrir son homme. Quand on est organisé, il n'y a pas de raison que la musique ne nourrisse pas son homme. Mais elle ne nourrit pas tous ses hommes. Beaucoup de défis donc à relever dans ce sous-secteur très convoité. La musique, un business aux apparences souvent trompeuses. Retour aux sources, c'est le thème du panel organisé par le Khalam 2. Le groupe mythique célèbre 55 ans de carrière musicale et marque son comeback avec un album dont la sortie officielle est prévue ce 21 juin, fête de la musique à Fantabadji. Dans cette salle de la Maison de la Culture du Tasek, des inconditionnels du Khalam 2 pour retracer le parcours remarquable de ce mythique groupe des années 60-70, un groupe qui a marqué des générations de mélomanes, férus de variétés, de jazz, d'afrobeat ou encore de folk et qui inspire encore. Ce qu'ils ont apporté à notre génération, c'était en fait cette volonté forte de travailler l'instrument, de ne plus jouer n'importe quoi. Essayer d'aller dans la qualité. Moi, quand on parle du Khalam, c'est des images qui me reviennent. C'est des périodes importantes dans notre vie, dont le festival de jazz. Il ne faut jamais oublier que c'est pendant le festival de jazz que le Khalam a pu affiner son alternative nouvelle, en jouant avec tous les grands musiciens de jazz qui venaient. La force de frappe musicale du Khalam, l'allure vestimentaire du Khalam avait attiré. Et vous imaginez, le Woodstock, le festival de Woodstock, célèbre ses 25 ans en 1994. Et Woodstock est venu prendre Khalam. Quand vous voyez ces images de Khalam au Woodstock,
Mais c'est extraordinaire. Que de souvenirs, d'anecdotes et d'événements peu connus du public. À travers sa musique, le khalam a contribué au rayonnement du Sénégal sur la scène musicale internationale. Quand le khalam était en Europe, le khalam a joué dans l'album Undercover of Love des Rolling Stones, vous imaginez. Le khalam aussi a attiré l'attention de Walt Disney. On se souvient de ce concert de la place de l'Indépendance, moi je ne l'oublierai jamais. Le khalam à la place de l'Indépendance pour préparer sa collaboration avec Walt Disney. Et c'était l'époque où il ne suffisait pas d'avoir une voix ou de savoir jouer d'un instrument pour faire de la musique qui accroche. Vous savez, la musique de variété, le jazz, ça permet d'être ouvert partout dans le monde et dans toutes les musiques. C'est la base. Déjà, il faut apprendre théoriquement certaines choses, la musique, et puis se déterminer à écouter beaucoup de jazz. Le groupe doit sa longévité à la générosité et à la solidarité de ses membres qui faisaient passer l'intérêt collectif avant tout. On a grandi dans cet esprit de solidarité et c'est ça qui nous nourrissait pour créer ces musiques compliquées. Et on avait des repères. Le khalam, un condensé de talents dont la maestria est encore avérée 55 ans après. Le groupe signe son retour aux sources dans un album qui revisite ses premiers répertoires. Aujourd'hui, ils ont voulu en fait retourner à la base, au départ, au moment où leur carrière a vraiment explosé, c'est-à-dire en 1979 lors du concert à Berlin, Horizonte, et ils sont allés voir ces morceaux-là qu'ils ont retravaillés, rejoués. Avec une nouvelle génération de musiciens. Pour marquer ce 21 juin, fête de la musique, une rencontre avec les fans et les acteurs culturels qui ont assisté au début du khalam et qui restent nostalgiques de la belle époque. Khalam 2 reste cette légende avec un riche patrimoine à préserver. À Matam, nous allons vous présenter deux stars de la musique sénégalaise. Il s'agit de Mama Sarr et Cher Mal. Ces deux neveux de Baba Mal suivent les pas de leur idole. Portrait croisé signé Ibrahima Pabidjidjo. Deux petites voix comme pour bercer le fleuve. Sur les pas de leur idole, ils comptent grandir en chantant. Comme le leader du Dandelégnol, le roi du Yela, la voix de l'ethnie. Baba Mal, c'est une référence pour nous. Parce que quand tu veux faire de la musique moderne en pulaar, il faut nécessairement s'inspirer de lui. C'est lui qui a amené notre culture pulaar partout dans le monde. C'est un véritable ambassadeur. Une porte d'entrée, comme dans chaque maison, il y a un père. C'est lui notre père dans la musique. C'est naturellement aussi Baba Mal, c'est mon tout. C'est lui qui nous trace la voie à suivre. C'est aussi mon papa. C'est pourquoi nos voix se ressemblent. Je crois bien, quoi. Donc. Ses cousins veulent aller loin dans leur amour pour la musique, chanter pour le peuple, le rayonnement de la culture pulaar et devenir, à l'image de leur idole, des stars planétaires. Figure montante dans la région de Matam, le jeune Mama Sarr Côte de Pulaar a participé au dernier Fesnac et s'est classé 3e de sa catégorie. Ça fait 12 ans. Matam participe au Fesnac depuis 12 ans. Elle n'a jamais remporté un prix dans le domaine de la musique. Par la grâce de Dieu, j'ai participé cette année et j'ai honoré toute la région en remportant ce prix. Je rends grâce à Dieu. Pour mieux vivre de leur art et faire une grande carrière, ils aimeraient bénéficier du soutien de l'État. Les artistes de la région ont besoin d'être accompagnés. Il manque presque de tout.
Nous célébrons la fête de la musique, mais nous avons besoin de soutien financier et technique. Nous n'avons même pas de studio de production. Au niveau de Fouta, amuñu studio production. Un produit qui leur tient à cœur, faire un duo. Ces talents font la fierté de la région, tout comme d'autres jeunes artistes. Parole du directeur du Centre culturel de Matam, Samba Kanté, que voici. Donc nous organisons aussi la fête de la musique. On a décidé de délocaliser cette fête de la musique dans la commune de Thilogne. Donc dans cette activité, il est prévu un grand concert au niveau de la fac de Thilogne. Sur le plan des défis, ces jeunes-là ont vraiment besoin de soutien. Vraiment, ils ont besoin de soutien, de financement pour pouvoir vraiment évoluer dans le secteur. Là, aujourd'hui, on voit que vraiment les autorités locales, les collectivités locales ne soutiennent pas trop la culture. Et c'est vraiment très dommage. On se rend compte que vraiment, il n'y a pas de grand festival, un festival d'envergure qui pourrait réunir tous ces jeunes-là et participer à leur promotion. En sport, la date de la Coupe d'Afrique maintenant connue, ce sera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Une décision prise ce vendredi par le comité exécutif de la Confédération africaine de football à l'issue d'une réunion tenue au Caire. Par la même occasion, la CAF a reporté la CAN féminine à l'année prochaine. Euro 2024, l'Espagne a remporté le choc du groupe B contre l'Italie hier, 1-0 avec 2 victoires et se qualifie pour les 8e de finale de l'Euro. Le résumé de Fatmata Savani. Sont affrontés devant leurs supporters venus nombreux les galvaniser. Un match. Les Italiens peinent à avoir le ballon. Une possession espagnole qui finit par pour les 8e de finale. RTS 2, pour l'instant, score 0, but partout. À suivre dans un instant la version Wolof du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous. Amis téléspectateurs, bonsoir. De plus faibles à modérés ont ponctué la journée d'hier des quantités inférieures à 10 000 mètres sur l'axe Cap Skirring, Ziguinchor jusqu'à Kolda. Partout ailleurs, c'était la stabilité. Cette stabilité qui va continuer pour les prochaines 24 heures. Mais à partir de la nuit du samedi jusqu'à dimanche, on a un retour des activités pluvieuses orageuses au sud et à l'est du pays